J'ai envie de dire, le peu que je dis, j'ai envie de le dire. Est-ce que c'est quelque chose à dire, qui vaut la peine d'être dit? Encore une fois, ça, les gens en jugeront, ou ils en ont déjà jugé. En tout cas, moi j'ai envie de le dire. Je ne sais pas avec vous, d'ailleurs, il y a deux sujets possibles, c'est la philosophie et l'enseignement. Au niveau de la vocation. Oui. La vocation première, c'est l'enseignement, pour vous, c'est la philosophie. Ben, ce que je dis tout à l'heure aux collaborateurs, c'est que je suis un peu gêné pour dire j'ai pas de vocation, moi, au fond. Je suis gêné pour me dire, j'aime bien ça. Pour me décerner à moi une vocation, ça me paraît très prétentieux. De dire ça devant l'humanité rassemblée autour du petit écran pour dire que j'ai une vocation quelconque. Parce que vous croyez que c'est exagéré de parler de vocation, c'est un mot exagéré. En tout cas, je trouve que c'est pas à moi à le dire, surtout. Non, mais enfin, toute modestie mise à part, le problème c'est pas tellement, je crois que c'est pas immodeste de parler de vocation. Oh, enfin, quand même. Quand même. Et puis c'est un mot, remarquez, on peut, c'est déjà une émission, si vous voulez, on peut, ça fait partie même d'une conversation. Je trouve que la vocation, c'est une idée un peu romantique, n'est-ce pas? On a un peu la pudeur d'en parler. Et surtout qu'une vocation paraît souvent exclusive de tout autre. Et moi, j'ai pensé longtemps que je serais musicien, par exemple. Ça m'aurait bien aimé, mais ça m'aurait beaucoup plu. Ou ironiste. Et à mes parents aussi. Ça, c'est pas un métier, c'est pas une vocation. Vous croyez que c'est pas un métier? Non, mais le piano, ça en est une. Ça aurait pu en être une. Et puis les circonstances en disposaient autrement. Mais... Vous ne fumez pas, monsieur? Je ne fume pas, non. C'est quelque chose... Non, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi le mot vous effarouche un peu. Enfin, parce que c'est un sens un peu religieux. Oui, et puis alors c'est parce que c'est un mot, c'est comme l'inspiration, c'est un peu romantique, n'est-ce pas? C'est une élection, vous êtes appelé, je veux dire, vous vous sentez appelé, vous vous sentez appelé par quelque chose, et moi je me suis jamais posé la question, ni ne me sens appelé. Moi je suis persuadé, comme je le disais, que je le répéterai si vous voulez, que ce que l'on fait, c'est toujours ce que l'on fait de mieux. Et qu'on ne peut rien faire de mieux que d'abonder dans son sens, enfin surtout à mon âge. Il y a, quelque temps on peut chercher, mais enfin, moi j'estime que en général, les possibles que l'on accomplit, ce sont ceux-mêmes que l'on devait accomplir, qu'il n'y en a pas d'autres, en réalité. Et que bien souvent, l'illusion d'après laquelle on aurait pu faire mieux est un mirage rétrospectif. Et ben, je ne pense pas du tout à ça, je pense pas un seul instant que j'aurais pu faire autre chose et que je l'aurais fait mieux. Et puis, ça aussi, c'est difficile à dire, c'est pas à moi à le dire. Enfin, il y a des choses dans la vie qu'on a envie de dire, n'est-ce pas? Et j'aimerais bien les dire, je ne les ai pas toutes dites. J'aimerais pouvoir les dire. Et c'est ça et pas autre chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça la vocation? Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout sûr que j'étais fait pour être professeur de philosophie. Mais je suis assuré que ce que je fais, c'est encore ce que je fais de mieux. Et que je ne peux rien faire de mieux à mon âge que d'abonder dans mon propre sens. Et de ne pas me laisser distraire par les modes, par les vagues successives de la vogue, n'est-ce pas? Me mettre au courant, j'ai une espèce d'incuriosité pour cela. Une incuriosité égoïste, n'est-ce pas, qui me ferme à certaines choses, parce que mon temps est limité, parce que je suis vraiment extrêmement occupé. C'est-à-dire que là aussi, c'est ce que je fais que c'est ce que je peux faire de mieux. Mais vous êtes deux choses toujours depuis longtemps. Vous êtes professeur et vous êtes philosophe. Alors philosophe, pas philosophe. Non, mais en France, ça se dit, oui, professeur de philosophie. En France, ça se distingue pas, parce que philosophe, c'est pas un métier. La seule façon d'être philosophe, c'est d'enseigner la philosophie, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre manière. Écrire. Mais écrire, oui, enfin écrire, s'il fallait que je vive de mes livres de philosophie. Non, c'est autre chose, non, enfin. Ça, je n'aurais pas de quoi acheter des chaussures à ma fille et de renouveler la garde-robe de ma femme. Non, ça ne permettrait pas de vivre. Enfin, il n'y a qu'une façon d'être philosophe en France en 1968, c'est d'être professeur de philosophie. Oui. Donc, pas de vocation. La vocation d'enseignement, je ne l'ai pas, pour dire vrai. Pardon? La vocation d'enseignement, je ne l'ai pas, ou plutôt, je croyais ne pas l'avoir. Et en effet, au fond, je n'aime pas tellement enseigner. Et puis, la menace d'être privé d'enseigner par, enfin, le renouvellement complet, la contestation, le renouvellement des méthodes, m'a fait découvrir que malgré tout, ça me priverait de ne plus enseigner. Oui, parce que, enfin,
Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que j'aime enseigner? Je crois que ça me priverait de ne plus enseigner. Et alors, de faire des cours surtout, mais pas tellement enseigner. C'est pourquoi la contestation m'effraie un peu. Je n'ai pas du tout le sens de la discussion, le sens dialectique s'y développé en France, n'est-ce pas? La discussion, la contestation, le débat, qui est très fécond, que les gens aiment beaucoup, et notamment en France. Et je suis très peu doué pour ça. Alors, je peux faire un cours quand on me laisse tout seul. Alors, je n'ose pas avouer ça aux étudiants, parce que ça ne va pas du tout dans leur sens. Alors, ils s'en apercevront peut-être. Ils me laisseront faire un cours. Et quand vous ne serez pas magistral, mais enfin un cours. Mais quand vous n'êtes pas, on ne devient pas professeur de philosophie tout seul, si je puis dire. Vous aviez envie de cela quand même, ou bien ça s'est passé sans que vous ayez pensé? Oh, je ne sais pas, à l'origine, si c'est l'envie ou... c'est très souvent ce que mon père aurait voulu, ce que les parents auraient voulu faire, le père aurait voulu faire et qu'il n'a pas fait. Mon père était médecin, c'était un médecin qui venait de Russie et qui s'intéressait énormément à la philosophie, mais il fallait qu'il soigne des malades pour gagner sa vie, il n'avait pas beaucoup d'argent, le pauvre homme, il était un humble médecin de quartier, et il était très privé de ne pas faire de la philosophie, et il mettait l'université, l'enseignement très très haut, tout ce qu'il n'avait pas fait. Et il désirait que je le fasse à sa place. Il voulait me faire faire des choses qu'il n'avait pas faites lui-même. Vous avez l'impression plutôt d'une destinée que d'une vocation, on va dire. C'est ni l'un ni l'autre, c'est une collaboration des deux. C'est une collaboration de la destinée et de la vocation. Comme chez Machiavel, il y a le destin et la liberté, n'est-ce pas, les deux. Mais je ne crois pas que ce soit ça n'est jamais une vocation impérieuse, encore une fois, jaillit du plus profond de l'existence, à la manière romantique, vocation enfin, qui s'impose contre vents et marées, contre les interdits sociaux, les tabous familiaux, et même les convenances. Alors, la vocation est plus forte que tout, l'idée romantique. Mais ça n'est pas non plus la destinée toute seule, puisque j'ai pu choisir. C'est donc à la fois l'un et l'autre. Mais finalement, cette envie d'enseigner que vous venez de découvrir, à cause des événements qui peut-être... L'envie de faire des cours. L'envie de faire des cours. Oui, enfin, l'envie d'enseigner finalement, non? Mais pas enseigner dans le sens désiré par la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange, la contestation. Non pas que ce soit pas intéressant, au contraire, mais parce que je ne suis pas doué pour ça. Je n'ai pas l'envie d'enseigner traditionnellement, si vous voulez, l'envie d'être... De dire ce que j'ai à dire, oui. Voilà, de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dire des choses. Est-ce que c'est la vocation, j'en sais rien. La vocation, c'est peut-être de dire alors, non? J'ai envie de dire des choses. Il me semble que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire, encore, d'avoir quelque chose à dire, mais c'est probablement un mirage. En tout cas, l'enseignement est un moyen de le dire. Peut-être, enfin, peut-être plus que... Nous, par exemple, une de mes arrière-pensées, je n'ai pas encore osé avouer ça aux étudiants, qui sont mes amis, je ne veux pas perdre mes amis, c'est que j'ai très envie de faire un cours public radiodiffusé cette année, comme les autres années. J'en fais un depuis très longtemps, un cours radiodiffusé, le lundi, et qui me vaut un auditoire invisible, n'est-ce pas, et pas très nombreux, mais enfin quand même un auditoire ouvert, indéterminé, que je ne connais pas, et qui me vaut de temps en temps des lettres, pas très souvent, mais de temps en temps. Et puis des auditeurs, pour moi, qui sont des auditeurs par excellence, c'est-à-dire un commerçant qui m'écoute à la radio parce que c'est son plaisir, qui ne veut pas faire une thèse avec moi, il ne me demande rien, il n'attend rien de moi, mais ça l'intéresse d'écouter un cours sur n'importe quoi, l'absence, l'hypocrisie, comme vous avez pu le faire. Je fais mon cours le lundi, mon cours radiodiffusé, et le lundi, les magasins sont fermés, et je suis très écouté par les commerçants du quartier Saint-Martin, enfin là-bas. J'ai comme ça des amis invisibles. Et pourquoi vous n'osez pas le dire? Des vieilles dames. Ah, parce que c'est très court magistral, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'échange. Excusez-moi, je repose ma question, c'est-à-dire, je suis toujours un peu obsédé par la vocation, mais ça va se passer, rassurez-vous. Non, mais je m'y attends. Je suis venu pour ça. Je pense que lorsque vous prépariez simplement l'agrégation, par exemple, ou même avant, enfin, lorsque vous envisagiez votre vie, vous l'envisagiez comme en souriant, je veux dire, le côté souriant de l'avenir. Vous le pensiez au travers de l'enseignement ou au travers de la réflexion personnelle séparée des... Oh non, comme tous les jeunes gens, j'étais très prétentieux. Et comme tous les jeunes gens et beaucoup d'adultes d'ailleurs, j'étais très prétentieux, et l'enseignement me paraissait indigne de moi. Enfin, j'ai accepté l'enseignement parce qu'il fallait bien passer l'agrégation qui était le gagne-pain, l'assurance du lendemain,
et qui était correspondait à une carrière. Enfin, je m'imaginais que j'allais écrire des livres, que je serais très célèbre, et que je serais le grand penseur de ce temps, quoi. Je serais un géant de la pensée. C'était pour ça, n'est-ce pas? Et le reste étant nécessaire à l'existence. Mais enfin, en France, on n'a pas l'idée de séparer l'un et l'autre. Est-ce que vous portez un jugement sévère sur quelqu'un qui, par exemple, affirmerait avoir la vocation de, je ne sais quoi, moi, d'écrivain, de philosophe? Ah non, mais je l'envierais. Ça vous paraît donc quelque chose qui existe et que vous n'avez jamais rencontré, ou bien quelque chose qui existe, que vous avez probablement rencontré, que vous n'osez pas, que vous n'aimez pas proclamer, en tout cas? Évidemment, ça enfin, je ne peux vous répondre que parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas enregistrés, n'est-ce pas? Mais j'estime que ce n'est pas à moi à le dire. Mais je ne vois pas. Vous avez dit ça plusieurs fois, c'est pas à moi à le dire. Mais oui, parce que même dire, professer sa propre vocation, à mon avis, est tout de même assez présomptueux. Vous croyez? Disons que c'est présomptueux. Ah oui, oui. Vous êtes sûr de ne pas avoir la vocation de la modestie en plus? Non, simplement de la prudence et de la lucidité. Et de la sincérité envers soi-même, n'est-ce pas? Non, parce que c'est pas à moi de le dire. Si vous permettez que je conteste aussi un tout petit peu, là, je conteste ce que vous dites là, parce que personne ne peut dire de quelqu'un qu'il a la vocation d'eux. Si quelqu'un qui dit j'ai la vocation, ben, moi, mon premier réflexe serait de me méfier de lui. Vraiment, s'il dit qu'il a la vocation... Oui, mais est-ce que vous ne vous méfiez pas beaucoup de presque toutes les affirmations? C'est ça le problème. Je me méfierais surtout de ceux qui s'attribuent à eux-mêmes une vocation. J'aurais grand peur que ce soit un jugement rétrospectif, que ce soit mêlé de complaisance, que ce soit pour la galerie, ou parce qu'on le leur demande, que ce soit une réflexion sur eux-mêmes qu'ils font après coup, et qu'en réalité, cette vocation est souvent le fruit des circonstances, et qu'elle est purement contingente, n'est-ce pas, purement fortuite. Et moi, ça me met mal à mon aise, ça me mettrait mal à mon aise de parler de la mienne, si j'en avais une, et ceux qui parlent de la leur, eh bien, je ne peux que les envier ou me méfier d'eux. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être été tout autre que je ne suis. J'ai rien d'autre à faire que de continuer mon sillon, si sillon il y a, parce que l'expression elle-même est bien prétentieuse, d'ailleurs. Victor Hugo parle de son sillon. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que de continuer ce que je fais? Je ne vais pas me mettre à me recycler, moi. Je perdrai mon temps. Même, je n'ignore pas qu'il y a des tas de choses en dehors de moi qui se font, qui sont passionnantes, et bien plus intéressantes que celles que je fais. Mais le temps que je perdrai à m'initier à ces techniques nouvelles, à apprendre des mathématiques, par exemple, c'est un de mes grands complexes. C'est de ne pas savoir des mathématiques, et de ne pas doué du tout pour elles, ça c'est vrai, c'est incontestable. Alors, ce temps, je l'emploierai beaucoup plus utilement à écrire un livre de plus, à faire ce que j'ai envie de faire, et que souvent je ne peux pas faire, parce que j'ai trop d'examens, parce que les étudiants me remettent trop de travaux, parce qu'ils m'aiment trop, parce que je passe trop d'heures auprès d'eux, n'est-ce pas? Et que depuis le mois de mai, je vis parmi eux, et je leur ai consacré tout mon temps. Mais alors, à ce compte-là, mieux vaut faire ça que m'initier aux mathématiques. On m'a demandé quelquefois pourquoi je ne m'intéresse pas davantage à la psychanalyse, alors que mon père est l'introducteur en France de la psychanalyse, et le premier traducteur de Freud. Et qu'en effet, ça aurait pu m'intéresser beaucoup. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je me mette à la psychanalyse, alors qu'il y a tant de gens éminents qui disent des choses extrêmement nouvelles et passionnantes là-dessus? Je perdrais un temps fou, n'est-ce pas, à me recycler sous ce rapport, et un temps que j'emploierais plus utilement à continuer ce que j'ose pas appeler mon œuvre, parce que c'est encore un mot, enfin, de présomption littéraire. Oui, enfin, ça c'est la vanité littéraire, quoi. Nous sommes dans le pays littéraire par excellence, en France, tout commence au manuscrit et tout finit par le manuscrit. Alors, tout le monde considère qu'il fait une œuvre. Mon œuvre, là aussi, vraiment, c'est pas à moi de dire j'ai une œuvre, c'est pas à moi à juger. J'écris des livres au fur et à mesure que j'en ai envie, j'en ai besoin, envie, parce que c'est mon existence, que si j'avais pas travaillé en cours, je dépérirais, mais heureusement je me porte très bien, alors j'écris mes livres, mais l'idée que je fais une œuvre, n'est-ce pas, c'est une idée qui m'empêcherait d'écrire des livres, enfin, c'est une idée insincère. Oui. Mais je m'aperçois qu'on a fait toutes les missions comme ça.
Non, mais en fait, oui, bien sûr, on a fait toute l'émission, mais... Vous serez obligé de me répéter tout à l'heure. Bon. On va essayer que non. J'essaie d'être au clair avec moi-même, parce qu'au fond, j'ai dit des choses contradictoires. D'une part, que la vocation est souvent fortuite dans ses origines, d'autre part, que quoi qu'on fasse, c'est ce qu'on fait le mieux. On ne pouvait rien faire de mieux que ce que l'on fait. Alors comment peut-on accorder ces deux choses ensemble? Quoi que je fasse, je ne pouvais rien faire de mieux que ce que je fais. Et que avoir pu faire autrement est souvent une illusion rétrospective. Je ne sais pas. On livrera ça aux auditeurs comme ça, et ils réfléchiront eux-mêmes. Ouais. Parce que ça ne va pas avec l'idée que la vocation est comptable. Et puis j'en sais rien. Vous me trouvez complètement. J'ai plus aucune idée là-dessus. C'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Je suis prêt pour une émission maintenant. Tout est au trouble pour moi. On peut y aller. Bon, le clap sur la 2. Le top sur du maillet, la 1 sur du maillet. La 1 sur du maillet. Ah oui. Bon, c'est bien. Je te gêne? Non, non, ça va, ça va. Moteur. Silence plateau. Annonce. La vocation, Yankelevitch, une première fois. Monsieur, il y a des questions qui quelquefois n'ont pas de sens, ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas sûr que celle que je vais vous poser ait un sens. Est-ce que vous êtes philosophe et professeur de philosophie? Pensez-vous que vous ayez eu la vocation d'enseigner ou la vocation d'être philosophe? Ou bien, au cas où ma question n'aurait pas de sens, pensez-vous que vous n'avez eu aucune vocation? Cette question m'embarrasse un petit peu parce que j'estime que ce n'est pas à moi à dire que j'ai une vocation, et il me semble que revendiquer une vocation à quelque chose de présomptueux et de prétentieux, et je rougirais de le faire devant les autres. Donc ce n'est pas à moi à en juger. D'autre part, je ne peux pas séparer à cet égard l'enseignement et la philosophie. Donc la vocation de l'un et la vocation de l'autre forcément s'impliquent, parce que en France, étant donné les circonstances et la société où nous vivons, le seul moyen d'être philosophe, c'est d'enseigner la philosophie. Je connais très peu de philosophes qui n'enseignent pas la philosophie. Si par contre, je connais beaucoup d'enseignants qui ne sont pas tellement philosophes. Alors, est-ce que j'ai la vocation de l'un ou la vocation de l'autre? Vraiment, je ne peux pas le dire. Je persiste à penser que l'idée d'avoir une vocation et de revendiquer une vocation est quand même présomptueux, parce que dans la vocation, il y a l'idée d'un appel impérieux, d'une voix que l'on entend et qui vous appelle, comme dans la vocation religieuse, l'idée d'une élection. Je suis fait pour certaines choses, je suis fait pour être philosophe, alors que je ne crois pas du tout que je suis fait pour la philosophie, et que la philosophie avait besoin de moi, elle peut très bien se passer de moi. Et une philosophie française sans moi est non seulement parfaitement concevable, mais entièrement naturelle. Donc, je ne sers à rien à la philosophie, en général, et par conséquent, je continue à penser que c'est quand même très prétentieux que de se attribuer une vocation. Ceci dit, pourquoi suis-je devenu professeur de philosophie? Eh bien, les circonstances en ont disposé, en grande partie, et tous les jugements que je pourrais porter maintenant sur le choix qui a été fait sont des jugements rétrospectifs, un embellissement que l'on fait après coup, quand on reconstruit sa vie et qu'on veut absolument que votre vie soit le résultat d'une décision, d'un choix, de la volonté, allant plus profond de vous-même, un choix sorti des entrailles de votre être. Alors vous avez décidé d'être philosophe parce que il était inscrit depuis des temps immémoriaux que vous deviez faire de la philosophie. Mais je crois que ce sont des jugements rétrospectifs. C'est une toilette que vous faites après coup à votre existence. Alors qu'en réalité, l'existence, mon Dieu, s'accomplit et choisit certaines voies d'une manière tout à fait indépendante de ces décisions-là. Et souvent d'une manière fortuite. Alors le reste, eh bien, il faudrait consulter. Pour le reste, il faudrait consulter les circonstances, la famille, la société où l'on vit, l'époque où l'on choisit. Tout cela est purement fortuit. Les possibilités qui vous sont offertes d'aller plus loin également. J'ai pu faire mes études, c'est déjà beaucoup. Mes parents n'étaient pas fort riches, enfin ils ont pu même faire les sacrifices nécessaires pour que j'aille jusqu'au bout de longues études. Tout cela c'est entièrement fortuit, ce sont des circonstances sociales où la vocation au sens romantique du mot n'est pour rien. Oui. Vous avez hésité entre
professeur de philosophie est quelque chose, un autre métier. Pas vraiment hésité, la musique tient une grande place dans ma vie, mais j'ai jamais songé être réellement ni un pianiste professionnel, ni un compositeur professionnel, bien entendu. Donc, pour ce qui est d'hésiter, non, je n'ai pas vraiment hésité. Et tout cela s'est fait simplement, et je ne regrette rien à cet égard. J'emploie très rarement le conditionnel passé. J'aurais pu, j'aurais dû, ça n'existe pas pour moi. Et en ce sens, je suis porté à penser que quoi que je fasse, enfin, c'est ce que je peux faire de mieux. Je peux rien faire de mieux que ce que je fais. Et ce que je fais, je le fais pas très bien, mais en tout cas, c'est ce que je peux faire de mieux. Si mal que je le fasse, c'est ce que je peux faire de mieux. Toute autre chose, ça aurait été plus mal. Est-ce que c'est ça une vocation? Il faut avouer que c'est bien humble pour une vocation. Mais si on essaie, là, si vous essayez de ne pas faire la toilette de la destinée, là, comme vous disiez, mais de vous interroger simplement... le mot vous paraît trop cher. Enfin, D'abord, il me paraît, oui, d'une part, et d'autre part, il me paraît démesuré pour ce que je suis, surtout, n'est-ce pas? Je comprends qu'on consulte des gens sur la vocation, quand ce sont des grands peintres, de grands penseurs, ou des géants de la pensée, mais je ne suis un géant de rien du tout, et surtout pas de la pensée, et c'est pourquoi, enfin, je suis à la fois très honoré par les questions que vous me posez, qui font me prendre moi-même au sérieux. Je suis porté à me demander si, en effet, par hasard, j'aurais pas une vocation que j'aurais ignorée. Je commence à me le demander. Cherchez bien. Je commence à me le demander. En fait, c'est vous qui m'avez grisé à cet égard. Parce qu'autrement, je ne me serais pas posé la question. Vous avez eu la vocation de l'ironie. Mais non, mais je me prends pour quelqu'un depuis que vous m'avez demandé, vous m'avez interrogé sur la vocation comme un grand peintre ou un grand compositeur ou un grand chirurgien. N'acceptez pas cette idée. Bon. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour l'instant? Par exemple, si vous étiez du jour au lendemain privé d'enseignement, est-ce que ça vous ferait quelque chose ou non? Ça me ferait quelque chose, peut-être, et c'est là que je révise un peu mes jugements, parce que j'ai toujours pensé, mais c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très prétentieux, je suis encore, enfin, à moins que quand j'étais jeune, et je ne voulais pas admettre que je faisais de la philosophie pour l'enseigner. Ça me paraissait indigne de moi. Je voulais faire de la philosophie parce que je croyais que j'étais un penseur, un géant de la pensée. Vous voyez tout de même. Pardon? Vous voyez tout de même, là. Oui. Il y avait quelque chose qui ressemblait vaguement à une vocation, là, non? Ah, je ne sais pas, c'était une prétention de jeune homme, une ambition. L'ambition d'un jeune homme qui voulait être un penseur, un philosophe, et qui ne voulait pas consentir à l'idée que son métier, c'était tout simplement et humblement d'enseigner. Et je croyais donc n'y pas tenir. Mais je dois dire qu'avec les derniers événements, et moi-même très mêlé aux étudiants, et me sentant très près d'eux, je me suis senti quand même un peu menacé dans mes racines lorsque on a contesté les cours, le rôle de l'enseignant. Il est possible que je ne puisse plus faire des cours, par exemple. C'est une possibilité, et probablement les étudiants ont raison de demander autre chose que des cours. Mais là, ça me privera. Je leur dirai d'ailleurs, en toute simplicité, ça me privera de ne plus faire de cours. Je ne sais pas si c'est là enseigner, si c'est la vocation d'enseignement. Je ne le crois pas non plus, parce que enseigner, c'est aussi débattre, discuter. Toutes choses pour lesquelles je ne suis pas très bien fait. Je ne suis pas fait pour la discussion, l'analyse des idées, je n'écoute pas assez ce que l'on me dit, j'ai de la peine à la fois à réfléchir et à écouter ce que l'on me dit. Mais par contre, je dois dire que j'aime bien faire des cours, c'est mon vice. Je ne m'en étais pas aperçu avant. C'est sur le point d'un être privé que je m'aperçois que ça me manquerait un peu quand même. Oh, je vivrais sans faire des cours. Puis d'ailleurs, j'aurais plus de temps pour faire mes livres alors. Mais ça me privera un peu. C'est donc j'étais pas dénué, sinon de vocation, tout au moins d'un certain goût de l'enseignement sous la forme du cours. À la radio aussi, vous faites des cours. C'est-à-dire que je fais un cours qui est radiodiffusé depuis de nombreuses années. Oui. C'est un cours de la Sorbonne qui a lieu l'année et qui est radiodiffusé. Ça vous priverait aussi, ça, de ne pas avoir ces gens que vous ne connaissez pas, enfin, ces auditeurs, ça vous ennuierait de ne pas le faire. C'est ça, parce que ces cours m'assurent un public indéterminé, pas très vaste, mais enfin, c'est une ouverture sur un monde un peu inconnu. Et qui me vaut différent tout de même. Oui, qui me vaut un courrier, enfin, pas très abondant, mais enfin un petit courrier quand même, avec des auditeurs qui sont des auditeurs idéaux, puisqu'ils n'attendent rien de vous. Ils ne vous contestent jamais puisqu'ils ne sont pas là. Ils sont invisibles. Et d'autre part, ils sont désintéressés. Ils ne font pas de thèse avec moi, ils ne me demandent rien, ils n'attendent rien de moi, ils n'attendent pas la mention très bien à leur thèse de doctorat, et ils écoutent pour le plaisir d'écouter, probablement. C'est agréable pour un professeur. C'est la seule chose donc à laquelle je tienne vraiment.
Alors l'essentiel, c'est quand même de parler, de dire quelque chose à quelqu'un. C'est cela. Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas suffisamment essentiel pour qu'on puisse penser rétrospectivement aussi que vous aviez tout de même la vocation de dire? Alors ça, je vous le laisse. Encore une fois, c'est pas à moi à juger. Ce qui est vrai, c'est que moi, je ressens ce besoin de dire que j'ai envie de dire quelque chose. Ce qui ne veut pas du tout dire que j'ai quelque chose à dire. C'est à mes contemporains à en juger, probablement j'ai rien à dire du tout. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire. Le peu que je dis, j'ai envie de le dire. Est-ce que c'est quelque chose à dire, qui vaut la peine d'être dit? Encore une fois, ça, les gens en jugeront, ou ils en ont déjà jugé. En tout cas, moi j'ai envie de le dire. Alors l'envie de dire, l'envie d'écrire, ça c'est une envie que beaucoup de gens ressentent, et qui, elle, est un besoin profond que j'ai, qui remplit mon existence, sans lequel je suis très malheureux. Oui, ce qui fait que vous vous défendez à chaque fois que je prononce le mot vocation, c'est que finalement, vous vous refusez systématiquement à penser que votre envie de dire est fondée, en gros. Mais naturellement, je me refusais de penser et à le dire, parce que, d'abord, si je le disais, premièrement, ce serait extrêmement imprudent, parce que ce serait un manque de lucidité, un manque de sincérité envers soi-même, et que, d'autre part, je me dédoublerais d'avec moi. Ce n'est pas à moi à me regarder dans la glace et à dire, voilà un homme qui a une vocation. Moi, j'ai envie de dire, puis c'est tout. J'ai envie de dire, et tant que les circonstances me le permettent, que j'ai un stylo. J'ai même écrit dans des circonstances difficiles, pendant la guerre, dans la résistance, révoqué, menacé. J'ai écrit des gros bouquins. J'avais en un sens beaucoup de temps, peu de temps, beaucoup de temps. Donc j'avais besoin de dire, envie de dire, et j'ai écrit un très gros livre pendant ces années-là, où pourtant je faisais aussi des tracts et des tas de choses qui n'avaient aucun rapport avec la philosophie. Et pourtant, j'ai écrit à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'était un besoin donc, que je ressentais spontanément, mais je n'ai pas à me dédoubler avec moi-même pour me regarder ensuite dans la glace, comme je viens de vous dire, dans un miroir, en disant quelle vocation il avait. Enfin, ça, c'est un jugement que je laisse aux autres. Je ne suis absolument pas juge. Et d'autre part, je répète que ce serait extrêmement présomptueux et probablement inexact, ce serait de la non-vérité. Mais vous savez, c'est si trompeur, c'est si trompeur. Et il y a tellement de cas dans lesquels la vocation se confond avec la croyance qu'on a une vocation. D'ailleurs, on peut dire en un sens que c'est la croyance qu'on a une vocation qui est la vocation elle-même. Peut-être n'y a-t-il pas d'autre vocation que la croyance qu'on a une vocation, et qui tient lieu de vocation, après tout. Et en effet, cette croyance peut même être créatrice. La croyance erronée qu'on a une vocation peut finir par fabriquer en effet une vocation. Mais la plupart du temps, cette croyance est un mirage, et un mirage rétrospectif. Encore une fois, c'est un souci, comme tout à l'heure je vous le disais, de se mettre en règle avec soi-même, n'est-ce pas? L'homme ne reconnaît pas volontiers que sa vie est le produit de nécessités, d'occasions fortuites, de circonstances qui auraient pu être tout à fait différentes, et il veut absolument que son existence jaillisse du plus profond de lui-même, comme une nécessité organique, telle que l'est, par exemple, la vocation. Mais généralement, ce sont des jugements rétrospectifs. Comme professeur, enfin, j'ai vu tellement de jeunes gens qui se trompaient sur eux-mêmes, se fourvoyaient, croyaient avoir une vocation qu'ils n'avaient aucunement. Et de même pour la vocation du théâtre, la vocation de la peinture, n'est-ce pas? Ce sont souvent des mirages, et qui engagent des jeunes gens dans des impasses. Et parce que ce sont des jeunes, eux, qui n'avaient rien à dire. Au fond, c'est la grande distinction, mais je peux la faire par rapport aux autres, et absolument pas par rapport à moi. La distinction n'est pas entre ceux qui ont une vocation et ceux qui n'en ont pas, elle est entre ceux qui ont quelque chose à dire et ceux qui n'ont rien à dire. Alors, quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres? Et bien, cette différence, elle est parfaitement mystérieuse. Elle est aussi mystérieuse qu'objective et évidente, éclatante pour tout le monde, aussi bien quand on entend de la musique au concert, n'est-ce pas? On comprend tout de suite, on reconnaît tout de suite un prétentieux, vide, n'a absolument rien à dire, qui parle le langage à la mode, qui croit dire des choses, n'est-ce pas? Qui a une fausse avant-garde, par exemple, une fausse profondeur, ça se reconnaît tout de suite. Et puis, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Alors c'est un miracle, c'est merveilleux. Tout le monde, on est devant une grande évidence. Et bien de même, pour les travaux philosophiques, par exemple, j'ai autour de moi, bien entendu, beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas grand-chose à dire, d'autres qui sont très prétentieux, comme on dit souvent à cet âge. Et puis, je dois dire que je vois assez souvent autour de moi des jeunes gens remarquables, dont la pensée a une consistance, un sérieux, qui vous conduisent d'une main très sûre et qui visiblement ont quelque chose à dire.
Et ça se voit tout de suite, ça se comprend tout de suite. Même maintenant, n'est-ce pas, malgré les événements de mai, la baisse des études qui aurait dû s'en suivre, et qui ne s'en est pas du tout suivie d'ailleurs, bien au contraire. Je lis des travaux absolument remarquables de jeunes gens et de jeunes filles. Enfin, moi, vraiment, j'ai la certitude qu'ils ont quelque chose qu'ils ont la vocation philosophique. Moi, j'en ai la certitude. Mais eux le savent pas, peut-être. Et je ne leur dirai pas. Je leur dis que c'est très bien, enfin, je les encourage, mais comme ils sont remarquables, je leur dis, mais ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Je trouve que les jeunes Français, en ce moment, vraiment, me donnent un exemple. J'apprends beaucoup auprès d'eux. Et je dois dire qu'à cet égard, enfin, je reçois plus que je ne donne en les lisant. Si je comprends bien la vocation, après cet échange de propos, la vocation, c'est quelque chose dont, en aucun cas, il ne faut parler. C'est celle des autres. Oui. C'est celle des autres, oui. La vocation, c'est pour les autres. C'est jamais pour soi. Mais alors, avoir quelque chose à dire, ça pourrait s'appeler comment, ça? Ah, j'en sais rien. Ça, alors, vraiment, c'est le mystère de la création. C'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Et c'est indépendant de tout le reste, ça bien certainement. C'est surtout pas la vocation. C'est la consistance de la personnalité, n'est-ce pas? C'est d'abord la spontanéité. La spontanéité, la sincérité, qui est vraiment un des signes extérieurs. Ça ne suffit pas en soi-même, la sincérité n'est pas forcément créatrice, mais on ne peut pas concevoir un homme qui a une vocation, un jeune homme notamment, et qui a quelque chose à dire, et qui ne soit pas sincère. S'il n'est pas sincère, alors il vaut tous les autres, tous les prétentieux, qui n'ont rien à dire, se battent les flancs, imitent X ou Y, comme les pauvres peintres de 25e ordre, n'est-ce pas, la légion des faux abstraits, des faux musiciens, qui ne font qu'imiter les autres. Rien à dire. La vocation serait une sorte de piège, quoi, un peu, non? Alors, la vocation... la croyance d'une vocation, oui. La vocation. Oui, c'est surtout un refuge, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on allègue pour se mettre en règle avec soi-même, mais qui malheureusement ne correspond à rien de profond, de vécu et de sérieux. C'est même pas dynamique, enfin. Ça... Non, non, au contraire, n'est-ce pas? C'est un constat d'indigence, en réalité. Non, je détournerai donc la question de la vocation sur un autre problème, qui est le mystère de la chose qu'on a à dire, n'est-ce pas? D'un message, où le mot message lui-même est démodé et lui-même un peu prétentieux. L'idée que je puisse avoir un message, par exemple, me donne envie de disparaître sous terre, n'est-ce pas? Je n'ai aucun message à délivrer. Mais par contre, j'entrevois quelquefois le message des autres, et notamment des jeunes gens qui, autour de 24 ans, écrivent leur mémoire de 100 pages, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'auriez pas la vocation de vous exclure, a priori, comme ça? Ce n'est pas une vocation, c'est simplement, d'abord, il faut être lucide avec soi-même, connaître ses propres limites, et puis surtout, éviter d'usurper le rôle dévolu à l'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas à moi à en parler. Je l'ai pas, je n'en sais rien, je ne crois pas tellement à la vocation comme telle, mais surtout, je ne suis pas juge. J'ai envie de dire, ou j'ai pas envie de dire, alors, en l'espèce, j'ai envie de dire certaines choses, que je voudrais pouvoir dire, avoir le temps de dire, je sacrifierais beaucoup pour les dire. Parfois même, je manquerais de conscience professionnelle pour terminer un livre, n'est-ce pas? Que j'ai envie de dire, que j'ai envie d'écrire. Est-ce une vocation, ça vraiment? Est-ce un appel impérieux? Non, je n'ai jamais senti d'appel, personne ne m'a appelé. Les circonstances en ont disposé, le hasard de l'existence, et puis la figure, la collaboration du destin et des goûts personnels. Il semble que la vocation, ça vous est complètement égal, non? En gros, comme notion. Oui, d'ailleurs, votre mission m'a un peu surpris, et puis je me suis senti un peu gêné, mais finalement, j'y prends goût à cette émission. Maintenant, je ne voudrais pas qu'elle se termine, parce que ça me permet de dire des choses que j'aurais pas eu l'idée de dire sans cela. Vous voyez, c'est un bon exemple. Les nécessités de l'existence, les hasards fortuits, les commandes, les coups de téléphone, vous amènent à faire des choses, à dire des choses que vous n'auriez pas dites sans cela. Par conséquent, ce n'était pas une telle vocation, puisque c'est le hasard. C'est la collaboration de quelque chose que je pouvais dire quand même, que je n'aurais pas songé à dire si vous ne m'aviez pas convié une après-midi dans ce studio éloigné de mon domicile, n'est-ce pas, rue du Recteur Poincaré. Donc tout cela est complètement fortuit. S'il n'y avait pas, vous ne m'aviez pas téléphoné,
je n'aurais pas eu l'occasion de prendre conscience moi-même de certaines choses qui finalement sont assez essentielles, que je suis content d'avoir dites finalement. Mais c'est le hasard qui me les a fait dire. C'est le hasard et vous, enfin. Beaucoup de choses sont comme ça. Et on pourrait évoquer par exemple l'exemple des musiciens qui aiment, professent beaucoup le travail sur commande, aiment soi-disant travailler sur commande. Stravinsky par exemple, Ravel, enfin, ça se fait beaucoup, de travailler sur commande, même du Tilleux de nos jours, travailler sur commande. Alors, évidemment, si on n'a rien à dire, on aura beau avoir la commande et l'occasion ne suscitera rien. Mais il faut tout de même l'occasion. Et l'occasion est fortuite, l'occasion dépend du milieu social. Ça fait partie de ces circonstances extérieures qui sont nécessaires pour vous permettre de dire, à condition qu'on ait quelque chose à dire. Enfin, voilà de nouveau que je suppose avoir quelque chose à dire. De retomber dans ce que je ne voudrais pas. Ça me paraît une bonne chute. Faire croire. Merci beaucoup. C'est une notion Merci. difficile. Hein. Oui, non. C'est fini. Oui, c'est fini. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous pensez de la présence des caméras? Ça vous agace ou ça vous... Oh, ben, j'y pense plus. J'y pense plus. Au début, j'y pense un peu, puis après, j'y pense plus. Je cesse d'y penser. Au début, ça me gêne. Qu'est-ce qui vous gêne là? Simplement la pensée que ça sera diffusé, que d'autres me verront. Uniquement. Rien ne me gêne matériellement ici. L'idée que ça va être diffusé, que le genre humain tout entier va écouter cette conversation, me gêne. Et puis après, je cesse d'y penser. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été différent pendant la préparation de l'interview et pendant l'interview? Ah, j'étais mieux pendant la préparation. C'était mieux avant. C'est une chance qu'on ait enregistré, là, parce qu'on a tout enregistré, là, depuis le début. Même avant notre première conversation? Ouais. C'est vrai? Oui. Quand nous parlions comme ça? On est à la recherche ici. Ah oui, quand nous parlions comme ça, ça s'est enregistré? Ouais. On va vous montrer un bout. S'il y a des choses qui vous ennuient, Ah non, rien du tout. On va vous en montrer un petit bout, là. Ah oui. C'est bien meilleur. C'est pour ça que vous ne me disiez rien, alors. Oh, je dis jamais rien, moi. C'est un mythe. Non, mais au fond, c'était très bien, parce que je préfère ce que nous avions dit avant. Alors, ça va être 2 fois. Non, bon, ça, on va s'arranger, on va arranger les choses. Mais la difficulté, je ne sais pas si vous pensez à trouver une méthode, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnalités interviewées soient, au moment de l'interview, comme elles sont au moment de la préparation. C'est un problème complètement insoluble, ça. Bon, là, je vous ai... C'est dû être différent, n'est-ce pas? un peu piégé, mais je ne pouvais pas faire autrement si je vous l'avais dit. Au contraire, non, ça ne me gêne pas du tout. Mais au contraire, je suis très content. Mais j'ai dû bafouiller davantage pendant la deuxième partie. Non, simplement comme vous, évidemment, comme vous m'aviez déjà dit une partie de ce que vous me disiez. J'étais gêné de le redire. Alors, en fait, ce qui vous gênait, c'était de le redire. Ça, c'est normal, d'ailleurs. Oui, oui. C'est gênant de répéter, non? Ce qu'on Oui. vient de dire. Naturellement. Oui. On le cherche un peu ou on ne le cherche pas? Vous le cherchiez ou vous le saviez? Enfin, je veux dire, ça vous gênait de répéter ou ça vous gênait d'avoir à répéter? C'est-à-dire que ça me gênait de répéter parce que quand les circonstances m'obligeaient à répéter, puisque je me retrouvais dans les mêmes sentiers que tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand on se retrouve dans le même chemin, on suit la trace des pas. Alors, et puis je prenais conscience que je vous l'avais déjà dit. Et alors, c'était donc le monsieur Dumayet réel, qui savait ce que j'avais déjà dit, avec le fictif qui prenait l'émission pour la première fois, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en réalité, vous aviez déjà entendu ce que je disais. Autrement dit, au moment, la seconde fois, j'existais plus. Enfin, je veux dire, oui, je suis comme quelqu'un qui répète une plaisanterie, bonne ou mauvaise, 2 fois de suite, à quelqu'un qui la connaît déjà. C'est gênant. Oui. Mais non, vous allez en voir un petit... Vous avez 2 minutes encore? Oh, j'ai horreur de m'entendre. Ah, vous avez horreur de m'entendre? Oh, ça me met dans un état de... Mais juste pour voir la différence. Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous entendre ou vous voir? Ni l'un ni l'autre. Non, parce que je prends conscience de ce que mon débit a de saccadé, de haletant, un peu bafouilleur, quoi. Pas du tout. Non, c'est pas du tout fait pour le... C'est pas le calme nécessaire, n'est-ce pas? Puis ma voix n'est pas non plus une voix radiophonique. Vous aimeriez y avoir une voix comme la vôtre, par exemple, une voix plus posée, plus timbrée, n'est-ce pas? Mais vous avez une voix qui va très bien avec vos phrases, je veux dire. Une voix de tête, n'est-ce pas? Une voix voilée. Décidément, vous ressemblez beaucoup à Kérol, parce que Kérol n'aime pas sa voix non plus. Il n'aime pas sa voix. Et puis une voix prétentieuse. J'ai une voix prétentieuse. J'ai une voix d'écrivain de la NRF. Je dois parler comme Sartre, je sais pas.
Non, non, on n'est pas du tout une Une voix voix d'intellectuel prétentieuse. de gauche. Ah oui. Une voix d'intellectuel de gauche.